Parfois on a juste besoin d'un peu de recul et d'un écran sans son adresse mail affichée au beau milieu de l'image pour vraiment apprécier un épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse de l'épisode 3 de Moon Knight. Je vous rappelle que vous pouvez passer par le lien disponible en description de la vidéo pour vous abonner à la plateforme et soutenir la chaîne au passage. Merci à vous. C'est donc la deuxième fois que je vois cet épisode puisqu'on m'avait envoyé les 4 premiers en avance, comme à une bonne partie de la presse et des youtubeurs concernés. Et je dois bien dire que j'ai davantage apprécié cet épisode au second visionnage, même s'il reste imparfait et parfois agaçant, il tente de belles choses et met en place des éléments qui se révéleront sans doute passionnants par la suite. Alors autant évacuer le mauvais d'abord avec ce qui m'a agacé. En termes de réalisation, je ne suis toujours pas fan de la caméra à l'épaule qui bouge dans tous les sens quand on suit un personnage qui court par exemple, et ça n'amène qu'un faux sentiment d'être dans l'action pour surtout nous en faire sortir du fait d'images très désagréables. Et c'est un passage très court dans cet épisode, heureusement, c'est quand Mark reprend le contrôle et sort du taxi pour se jeter aux trousses des deux hommes de main. Alors c'est quelques secondes, mais quelques secondes de trop pour moi. Autre moment agaçant, pour des raisons très différentes cette fois, la tentative de Khonshu de faire appel à l'Énéade, les 9 dieux égyptiens, et à leur jugement pour mettre fin aux agissements d'Arthur Harrow. Les arguments et l'attitude pas très intelligente quand même, il faut le reconnaître, de Khonshu sont déjà un peu pénibles, mais c'est surtout l'aveuglement stupide des dieux en question qui s'avère horripilant et qui implique qu'ils n'ont en réalité aucun pouvoir pour découvrir la vérité ou observer ce que trame véritablement Arthur. Sur un autre registre, j'ai pu lire de ci de là que dans cette scène, Khonshu voulait obtenir le résultat qu'il reprochait justement à Arthur et à Amit, à savoir punir un crime qui n'a pas encore été commis, mais je trouve le parallèle foireux, si vous me pardonnez l'expression. Eh oui, puisque d'une part, Khonshu ne demande pas la mort pour Arthur Harrow, mais surtout ce dernier prépare activement la libération de la déesse emprisonnée, ce qui revient à une association de malfaiteurs au minimum, ou encore à une préparation d'attentats, largement de quoi intervenir en résumé. De manière générale, il me semble que les avatars des dieux égyptiens manquaient peut-être un peu de charisme et la scène de puissance, mais je suis sans doute un peu tatillon sur ce point, parce que c'était quand même pas mal. Enfin, le dernier point qui m'a agacé concerne certaines parties de la séquence dans le domaine d'Anton Mogart, interprété par le regretté Gaspard Ulliel. Et c'est notamment la fuite de Mogart à cheval qui m'a laissé un sentiment étrange d'artificialité. J'ai aussi tiqué un peu sur la façon dont Moon Knight se laissait aussi facilement transpercer de tous côtés par les lances. Alors oui, sans doute ça ressemble à un peu de fainéantise dans l'esquive en se reposant uniquement sur sa guérison instantanée ou presque, ce qui donne un petit côté Wolverine, voire Deadpool, un peu étranger au personnage dont j'ai plus l'habitude. Heureusement, lorsque la rigolade est terminée, il se débarrasse très rapidement de tous les sbires qui le maintiennent cloué au sol. Ça fait du bien. Et j'en viens maintenant à ce qui m'a plu, à commencer par Layla qui agit selon ses propres motivations et qui s'avère au final plus efficace que Mark dans certains domaines du moins. Elle n'est pas pour autant infaillible ou une figure de Mary Sue que certains aiment convoquer à tout bout de champ dès qu'un personnage féminin n'est pas une nunuche en détresse. La mort de son père, archéologue, dont elle était de toute évidence très proche et qui l'emmenait avec lui de par le monde, vient clairement piocher dans les comics Moon Knight, et le rôle que Mark a eu à jouer dans les événements sera forcément révélé prochainement. On remarquera que les scènes urbaines supposées se dérouler en Égypte ont été filmées à Bucarest pour un rendu plutôt intéressant, mais je pense que pouvoir filmer en Égypte même aurait apporté, même sans l'ombre d'un doute, un cachet, une authenticité supplémentaire malgré tout le talent du réalisateur Mohamed Diab et de ses équipes. Il faut savoir à ce sujet que l'intention initiale était bel et bien de tourner en Égypte, mais que les permis n'ont malheureusement pas pu être obtenus. Pour information, les scènes de désert, elles, ont été tournées en Jordanie, c'est joli. Pour revenir aux scènes urbaines, l'affrontement entre Mark et les hommes de main au couteau était bien géré dans l'ensemble, d'autant plus qu'on perçoit que c'est bien Oscar Isaac dans une majorité, voire la totalité des plans, je ne suis pas allé vérifier seconde par seconde. Son entraînement a donc porté ses fruits. Et oui, ça nous change de Pedro Pascal avec le masque, le casque de Din Djarin, parce que c'est souvent sa doublure du coup. De toute évidence, les mises à mort qui ne sont pas commises par Mark, et encore moins par Steven, sont imputables à une troisième personnalité qui reste encore à être révélée,
mais qui pourrait correspondre à celle de Jack Lockley dans les comics. À titre personnel et sans aucune information à ce sujet, je vous rassure, j'ai une autre théorie en tête, mais je la garde pour la toute fin de cette vidéo, qui, je l'espère, a déjà suscité un abonnement de votre part et un pouce en l'air, si vous ne voulez pas finir dans une petite statuette. Oui, je la mettrai sur ma cheminée. J'en viens maintenant à la scène sur l'embarcation qui mène à la fête d'Anton Mogart. Je trouvais cette scène colorée de façon très agréable dans des tons violets et on effleure la question de ce mariage qui a laissé à Leila une blessure du fait de cette impression de n'avoir pas vraiment connu son mari. Au fur et à mesure que la situation empire chez Anton Mogart, on remarque que l'ambiance passe à l'orange, tout comme c'était le cas dans la base d'Arthur Harrow dans l'épisode précédent, l'épisode 2. Anton Mogart a pour alias l'homme de minuit dans les comics en tant qu'adversaire récurrent de Moon Knight. Les deux pyramides de verre peuvent clairement faire penser à celle du Louvre, ce qui viendrait souligner l'éventuelle origine française de Mogart dans cette version, pour tirer parti un profit, notamment de la présence de Gaspard Ulliel, sachant qu'on pourrait clairement y voir un clin d'œil à René-Émile Belloc, un autre passionné d'antiquité aux méthodes plus que douteuses dans Indiana Jones bien entendu. Et justement, l'ensemble de l'épisode est émaillé de références à deux géants de la pop culture, à savoir James Bond et Indiana Jones. Et je dois dire que dans l'ensemble, le résultat est plutôt agréable, même s'il est toujours risqué de venir se frotter à de telles références, car la comparaison est alors rarement flatteuse pour l'œuvre qui ose invoquer de telles sagas, bien sûr. Le garde du corps d'Anton, français de toute évidence, puisqu'il prononce quelques mots en français, évoque rapidement une rencontre à Madripour, cité visitée pour la première fois dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Si vous voulez mon avis, rien de bien passionnant dans cette allusion, sachant que la série s'en sort très bien pour l'instant, sans aucun lien avec le reste du MCU. La scène d'action suivie en parallèle entre Leila contre le garde justement et Moon Knight est plutôt intéressante, mis à part les réserves que j'ai déjà évoquées précédemment. Le saut de Moon Knight et sa cape en croissant de lune sont magnifiques, et l'alliance d'un costume de héros aussi réussi que celui de Moon Knight, aussi travaillé, et d'un décor à la lumière et aux couleurs aussi abouti nous offre quelques très jolis plans. De mon point de vue, le final de l'épisode est réussi, et ce à plusieurs titres. Pour commencer, j'ai trouvé très attendrissante la nouvelle rencontre en quelque sorte entre Leila et Steven. On sent que ce dernier est totalement amoureux, et Leila a conscience de ce regard qu'il porte sur elle, tout en découvrant une version de l'homme qu'elle a épousé totalement différente et par certains aspects sans doute nettement plus attachante. Le pouvoir de Ronshu impressionne dans la magnifique séquence de rembobinage du ciel, si j'ose utiliser cette expression, mais c'est surtout le sens du sacrifice du dieu qui vient apporter un petit peu de nuance à un portrait qui était pour l'instant très peu flatteur, avec cette divinité qui s'accroche désespérément à son influence sur le monde des humains. Je ne suis pas le plus grand fan de la facilité scénaristique consistant à réduire ou interdire les pouvoirs d'un super-héros pour faire monter le suspense, mais en l'occurrence une expédition archéologique du duo Leila et Steven me semble prometteur, et je peux déjà vous dire à l'avance que j'avais beaucoup apprécié l'épisode 4 lors de mon visionnage anticipé. Je reviens maintenant sur deux points importants. Le premier, c'est la notion d'Overvoid utilisée lors du jugement des dieux, Lord Ali si vous préférez, pour désigner l'endroit où il séjournerait dorénavant. Dans le monde des comics, l'Overvoid est un concept important et lié à la création chez DC Comics, mais le terme est aussi utilisé dans les comics Moon Knight pour désigner un lieu comparable à Asgard et sur lequel les dieux égyptiens sont plus ou moins obligé de rester. D'après le dialogue de l'épisode, ce n'est pas le cas dans le MCU, il pourrait revenir physiquement sur Terre s'il le souhaitait, ce qui pourrait avoir un impact pour la suite de la série bien sûr, mais aussi du MCU. Dans un numéro de Moon Knight, l'Overvoid, c'est aussi un concept repris dans un hôpital psychiatrique où Mark semble interné. Vous avez peut-être vu des éléments de ce type dans les bandes annonces, je n'en dis pas plus pour le moment. Second point, cette fameuse théorie concernant la troisième personnalité de Mark qui serait donc la plus violente et sans pitié. Attention, si j'ai raison, vous apprendrez à l'avance une révélation qui arriverait, je suppose, en fin de saison. Dans les comics, c'est un certain Raoul Bushman qui tue le père archéologue et blesse mortellement Mark. Dans cette version, dans cette série, je suis maintenant relativement convaincu que c'est la troisième personnalité du héros qui serait responsable de la mort du père de Leila et même potentiellement de celle de Mark, sachant que Mark a parfaitement pu essayer de se mettre une balle dans la tête pour empêcher sa personnalité la plus violente de nuire, ce qui aurait attiré l'attention de Ronshu sur lui, puisqu'il se serait dit quand même si le mec est capable de nous faire un petit fight club, il va être intéressant comme avatar.
J'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous rappelle par ailleurs l'existence de ma chaîne secondaire Captain Jeux de Rôle où on fait des parties de jeux de rôle. Et ouais, vous avez l'esprit vif, bravo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!